Chaque jour, une quantité colossale d'énergie traverse un seul point de la planète. Un couloir étroit, entouré de tensions militaires, de disputes géopolitiques et d'intérêts qui font bouger des économies entières. Le détroit d'Ormuz. Par là circule environ un cinquième de tout le pétrole consommé dans le monde. Un flux continu de navires qui maintient les industries actives, approvisionne les villes et soutient le rythme de l'économie mondiale. Mais il y a un problème. Ce corridor, à certains endroits, est assez étroit pour transformer n'importe quel incident en un effet domino mondial. Un navire endommagé, une crise régionale, un blocus stratégique. Et en quelques heures, l'impact se propage à travers la planète. Les prix s'envolent, les chaînes logistiques s'arrêtent, les marchés sont en alerte. Face à cette fragilité, une question intrigue depuis des décennies, ingénieurs et stratèges. Et s'il était possible de le contourner complètement, le détroit d'Ormuz. Restez avec nous dans les minutes qui viennent et découvrez comment une idée apparemment simple sur la carte peut être l'une des plus complexes jamais imaginées par l'ingénierie moderne. Pour mieux comprendre le projet alternatif possible pour Orbus, il faut observer attentivement la carte et surtout comprendre ce qui y est caché. À l'extrémité nord d'Oman, il existe un territoire qui semble s'avancer sur le détroit d'Ormuz comme une barrière naturelle. C'est la péninsule de Moussandam, une enclave isolée du reste du pays, entourée par les Émirats arabes unis et située exactement sur la route du golfe Persique. D'un côté, il y a certains des plus grands producteurs de pétrole du monde. De l'autre, la voie directe vers la haute mer. Et entre ces deux points, il y a une distance qui, sur certaines cartes, semble relativement courte. Dans certaines portions du territoire, seulement quelques dizaines de kilomètres de terre les séparent. 2 des corridors maritimes les plus importants de la planète. C'est justement cette proximité qui alimente une proposition récurrente dans la géopolitique mondiale. Créer un passage direct en évitant le détroit d'Ormuz. En théorie, c'est une solution logique. En pratique, lorsque nous passons de la carte à la réalité, une nouvelle question se pose. Qu'y a-t-il réellement sur ce territoire qui n'a jamais permis à cette idée de voir le jour ? L'hypothèse de contourner le détroit d'Ormuz n'est pas née aujourd'hui. Elle revient dès que le risque régional augmente. Et cela arrive fréquemment, poussé par des tensions politiques, des conflits militaires et des épisodes qui remettent en question la sécurité du flux énergétique mondial. Au cours des dernières décennies, le détroit a été le théâtre d'attaques contre des navires, de saisies stratégiques et de démonstrations de force qui ont mis en évidence la fragilité structurelle, une part significative de l'énergie mondiale dépendant d'un seul corridor maritime. Et lorsque ce corridor ne fonctionne plus, l'impact est immédiat et systématique. Le conflit actuel entre les États-Unis et Israël contre l'Iran est l'un des épisodes récents qui alimentent les tensions dans la région, provoquant des hausses abruptes du prix du pétrole. Comme un effet domino, des chaînes de production entières sont affectées, ce qui met sous pression les économies du monde entier. Face à un tel scénario, certains pays ont commencé à investir dans des alternatives concrètes. L'Arabie Saoudite a développé un oléoduc qui traverse le pays jusqu'à la mer Rouge, permettant des exportations en dehors du Golfe. Quant aux Émirats arabes unis, ils ont mis en place une liaison directe jusqu'à Fujairah, créant ainsi un point stratégique en dehors du détroit d'Ormuz. Ces solutions, bien qu'efficaces, présentent des limites évidentes. Après tout, elles détournent une partie du flux, mais ne remplacent pas le transport maritime à grande échelle, qui reste le principal moyen d'exportation du pétrole. Et c'est précisément cette limitation qui maintient en vie une idée plus ambitieuse. Non seulement contourner, mais redessiner la route. Une hypothèse stratégique qui refait surface lors des périodes de crise, sans jamais se concrétiser en tant que projet officiel. Et cela nous amène à une question inévitable. Si cette solution semble si évidente au Moyen-Orient, qu'est-ce qui a exactement empêché la mise en œuvre de Moussandam dans la pratique ? Avant toute analyse technique, il est fondamental de rappeler le point de départ. Il n'existe à ce jour aucun projet officiel en cours pour la construction d'un canal traversant la péninsule de Moussandam. Ce qui existe, c'est une hypothèse récurrente dans le domaine de la géopolitique énergétique, une possibilité stratégique qui refait surface lors des périodes de crise, souvent accompagnée d'estimations approximatives des coûts et de la faisabilité. Et c'est précisément lorsque cette hypothèse quitte le domaine théorique pour entrer dans le champ de l'ingénierie que les difficultés réelles commencent à apparaître.
Sur la carte, la proposition semble directe. Par endroits, seulement quelques dizaines de kilomètres séparent le golfe Persique du golfe d'Oman, une distance qui, à première vue, suggère une solution linéaire. Ouvrir un canal et créer une route maritime. Mais la carte simplifie ce que le terrain complique. La péninsule de Mouzandam n'est pas un désert plat. Elle fait partie du système montagneux du Rajar, une chaîne géologique formée par des processus tectoniques intenses, composés principalement de roches ignées et de structures résultant de collisions entre plaques sur des millions d'années. En pratique, ce paysage se traduit par un relief extrêmement accidenté, avec des vallées encaissées, des pentes abruptes et des sommets qui dépassent fréquemment 1000 mètres d'altitude. Là-bas, on trouve de la roche plutôt que du sable. Cela modifie totalement la nature de l'ouvrage. Créer un passage dans cet environnement signifierait enlever d'énormes volumes de roches, à une échelle comparable aux plus grandes opérations d'excavation du monde. Mais l'excavation n'est que le premier défi. Pour que ce projet ait une importance stratégique, il devrait pouvoir accueillir des navires du type Very Large Crude Carrier, ou simplement VLCC, les plus grands pétroliers en service. Ces navires peuvent dépasser 300 mètres de long et transporter environ 2 millions de barils par voyage. Atteindre des valeurs de l'ordre de plusieurs dizaines de mètres, possiblement autour de 25 mètres ou plus, la largeur devrait permettre des manœuvres sûres avec des marges d'erreur minimales. Le canal devrait également maintenir une stabilité hydraulique constante en gérant les courants, les variations de marée et les éventuels effets de turbulence dans les sections confinées. Imaginez maintenant maintenir ces conditions en traversant une chaîne de montagnes. Chaque segment exigerait des solutions spécifiques d'excavation, de soutènement et de stabilisation structurelle. Et cela nous amène à l'un des points les plus critiques, le sous-sol. La région de Muzandam est le résultat direct d'événements tectoniques complexes, incluant des processus d'obduction et de collision continentales qui génèrent des empilements de couches rocheuses, des failles et des zones de faiblesse structurelle. Autrement dit, le terrain n'est pas homogène et nécessiterait une étude géotechnique extrêmement détaillée. Cette complexité accroît fortement le risque du projet, car une telle structure ne se creuse pas simplement et nécessite un fonctionnement continu. La sédimentation, l'érosion des berges, l'instabilité des pentes et la nécessité d'un drainage constant feraient partie de la routine opérationnelle. En d'autres termes, il ne s'agit pas seulement de construire un passage, mais de maintenir un système complexe actif pendant des décennies. Et alors se pose la question du coût. Sans études officielles consolidées, tout chiffre doit être considéré comme une estimation. Néanmoins, lorsqu'on le compare à des ouvrages comme le canal de Panama ou à de grands projets d'infrastructures mondiaux, il est raisonnable de supposer que le canal de Mouzandam pourrait atteindre des montants extrêmement élevés, possiblement de l'ordre de dizaines, voire de centaines de milliards de dollars. Mais peut-être que le point le plus important n'est pas le coût ou la technique, mais bien le résultat. Parce que même si tous ces défis sont surmontés, la question demeure, cela éliminerait-il le goulet d'étranglement d'Ormuz ? À première vue, le concept du projet à Muzandam peut sembler n'être qu'un autre grand ouvrage d'ingénierie. Cependant, lorsque nous plaçons ce concept à côté de projets réels, l'échelle de complexité devient plus claire. Le canal de Suez, par exemple, mesure environ 193 km de long et a été construit principalement sur un terrain plat, avec des excavations dans du sable et des sédiments relativement homogènes. Quant au canal de Panama, qui mesure environ 82 km, il a rencontré des défis plus importants, notamment un relief irrégulier et un climat tropical. Pourtant, il a fallu des décennies de construction lors d'une des plus grandes opérations d'ingénierie du XXe siècle. Maintenant, comparez cela à Mouzandam. Ici, il ne s'agit pas de creuser un désert ou de traverser une plaine. Il s'agit de traverser une chaîne de montagnes composée de roches dures avec des dénivelés qui peuvent facilement dépasser des centaines de mètres. Concrètement, ce serait comme vouloir ouvrir un nouveau canal de Suez au milieu d'une chaîne de montagnes. Alors que Suez et Panama fonctionnent dans des conditions relativement stables, un canal à Mouzandam exigerait un entretien constant dans un environnement géologiquement complexe. Comparé à des alternatives comme les oléoducs, qui traversent des centaines de kilomètres avec moins d'intervention physique, il devient évident que nous ne parlons pas seulement d'un ouvrage plus grand. Il s'agit, sans exagération, d'un ouvrage appartenant à une toute autre catégorie de complexité.
Si un canal à Moussandam devenait techniquement viable, les impacts pourraient être significatifs sur l'échiquier énergétique mondial. La création d'une route alternative réduirait en partie la dépendance au détroit d'Ormuz. Cela renforcerait la résilience logistique des pays exportateurs et, par conséquent, offrirait une plus grande visibilité au marché international du pétrole. Dans des scénarios de crise, cette alternative pourrait servir de tampon, évitant des interruptions brutales dans le flux énergétique. De plus, la région pourrait attirer un nouveau pôle d'infrastructures associé aux ports, aux bases opérationnelles et aux services logistiques liés à la navigation et à l'énergie. Le résultat ? Plus que de créer des emplois, cela dynamiserait les filières productives et attirerait des capitaux internationaux. Mais il faut rester prudent. Même avec un canal, le risque ne disparaîtrait pas. Il ne ferait que changer de configuration. Des coûts élevés, des défis environnementaux et une complexité géopolitique indiquent que les bénéfices existeraient, mais toujours accompagnés de limites claires. L'idée d'un canal à Moussandam semble simple lorsqu'on la regarde sur la carte. Cependant, en pratique, cela exigerait de redessiner la dynamique de l'une des régions les plus complexes de la planète. Entre montagnes, géologie complexe et exigences techniques extrêmes, le défi va bien au-delà de l'excavation. Peut-être que l'enseignement principal est ici. Il ne s'agit pas d'éliminer le goulot d'étranglement, mais de comprendre que, parfois, l'ingénierie ne résout pas le problème. Elle ne fait que le déplacer. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Que penses-tu de cette idée d'ouvrir un canal sur le territoire de Musandao? Serait-ce viable dans ses complexités géologiques, à moyen et long terme? Ou bien, le rôle de l'ingénierie ici ne ferait-il que déplacer le véritable problème de ce scénario géopolitique? Laissez votre avis en commentaire, je les lirai tous. Je m'arrête ici. Je vous embrasse bien fort. Et à la prochaine vidéo.